Rachid Benzi pour parler un peu de tout ce travail qui s'effectue aujourd'hui dans la lutte contre différentes formes d'extrémisme à partir des textes, à partir de leur interprétation et à partir de tous les réseaux qui se mettent en place pour cela. Merci. Comme vous l'aurez constaté, aujourd'hui le champ religieux est un champ religieux qui est éclaté, un champ religieux où il y a de la compétition pour essayer de définir la doxa. Dans un contexte de mondialisation, il est normal que les autorités traditionnelles puissent être interrogées et qu'un certain nombre de jeunes ne se contentent plus du cadre national pour avoir la référence, mais aujourd'hui sur Internet ou ailleurs pour faire cela. Et je dirais, dans cette problématique-là, il y a la problématique de la régulation de l'interprétation, qui est habilité à interpréter, et comment on interprète, ce que vient de dire Mohamed Abadi, c'est-à-dire à travers ce processus-là, pour se réapproprier le champ religieux, pour trouver un espace, un cadre, dans lequel l'ensemble des Marocains, en tout cas de ceux qui se sentent appartenir à ce rite, puissent, je dirais, mettre des choses en place. Ce qui nécessite, me semble-t-il, à la fois d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du champ religieux, ce qui est en train d'arriver à la religion, et là où ça pose problème avec cette notion, en tout cas, de bien distinguer les différents registres. Comme vous le savez, une religion repose sur trois pôles. Il y a le pôle, je dirais, éthique, qui est très important, dont vient de parler Mohamed Abadi. Il y a le pôle cognitif, qui est un ensemble de traditions, et l'islam, c'est plus de 15 siècles d'histoire. C'est très important, je dirais, notamment pour lutter contre le fondamentalisme et l'extrémisme, de montrer à l'intérieur d'une tradition sa pluralité. C'est très important, il n'y a pas un seul discours dans l'histoire, d'où la nécessité de mettre l'histoire en avant, puisqu'il y a souvent un déficit d'histoire par rapport aux religieuses qui se traduit parfois par un excès de mémoire, et puis un aspect identitaire qui est de plus en plus important, qui passe souvent aujourd'hui à travers l'alimentaire, le vestimentaire et autres. Et je crois qu'à travers cette catégorie de l'identitaire, il faut bien distinguer ce qui relève du fondamentalisme, de l'extrémisme et du fanatisme. C'est-à-dire que le fanatisme répond d'abord à un besoin de vérité absolue. Là, aujourd'hui, la vérité est dans une perspective et pose, je dirais, un certain nombre de problèmes. Le fondamentalisme répond d'abord à un besoin de valeur, de morale, et le besoin, je dirais, extrémiste répond à un besoin d'identité. Et c'est de cela qu'il faut absolument travailler, notamment sur ce phénomène qu'on appelle le phénomène de radicalisation et de radicalisation violente. Et il s'agit bien de comprendre que ce phénomène de radicalisation, dont les facteurs sont multiples, dont je ne vais pas rentrer ici, mais il repose avant tout sur une expression qui n'est pas simplement, je dirais, politique, mais qui est, je dirais, théologico-politique. Il y a les deux dimensions. Il y a des dimensions politiques sur lesquelles on pourrait parler, sur le rapport à l'Occident, mais il y a une dimension religieuse sur laquelle nous devons travailler. Et cette dimension religieuse repose d'abord sur une logique du mépris de l'autre. Et donc il s'agit, notamment dans le travail qui a été fait au Maroc sur tous les ouvrages de ce qu'on appelle Tarbiya Islamia, c'est-à-dire les ouvrages d'éducation islamique, de revoir la manière dont est présenté l'autre. À la fois l'autre en termes d'altérité, qu'on soit homme ou femme, la place des uns et des autres qui doit être, qui a été revue, mais aussi la manière dont, je dirais, les musulmans parlent des chrétiens et des juifs. Et ça, je crois que c'est un élément qui est important, d'où la nécessité qui a été faite dans un certain nombre de formations des imams et autres, pour que le prisme ne soit pas simplement un prisme islamique, mais que ce soit aussi un prisme juif ou chrétien pour parler du judaïsme et du christianisme. C'est très important puisque, comme le disait Paul Ricoeur, les religions sont comme des langues, et donc il faut apprendre la langue de l'autre. Et la langue de l'autre, parfois, ça peut être quelqu'un, tout à l'heure on parlait par exemple de Thomas Romer, qui est au Collège de France. C'est important que quelqu'un comme Thomas Romer puisse intervenir dans la formation des imams pour parler de l'histoire, justement, de la constitution de la Bible. Ce qui nécessite ces déplacements-là pour lutter notamment contre l'extrémisme et cette radicalisation religieuse en termes de violence, et je dirais ce discours qui me semble important, et la nécessité aussi de voir qu'on a un phénomène qui est mondial et la nécessité de pouvoir collaborer. Et aujourd'hui, à partir du moment où il y a une grande partie de Français qui sont d'origine, je dirais, marocaine et de confession musulmane, je crois qu'on ne peut pas se contenter simplement de balayer, notamment dans notre rapport, je dirais, au pays d'origine, une collaboration possible. Parce que le travail
théologique, et notamment le travail théologique critique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, de formation, il ne peut pas y avoir, je dirais même, d'apprentissage religieux sans une théologie critique, et que le dispositif théologique en termes de croyance, nous ne l'avons pas encore suffisamment en France. Il existe encore aujourd'hui dans les pays d'origine, d'où la nécessité de bien articuler comment nous allons pouvoir collaborer de telle sorte que la théologie, ça devienne aussi, je dirais, une matière profane sur laquelle nous pouvons collaborer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, face à des problématiques que l'on retrouve absolument partout, d'où la nécessité de mutualiser et d'essayer de voir comment nous pouvons collaborer avec le Maroc, qui a, de par sa tradition, de sa longue tradition, qui a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, notamment traditionnel, moi je suis plutôt quelqu'un qui est féru des sciences humaines appliquées aux textes religieux, mais parfois le savoir traditionnel, dans son exhaustivité, dans sa pluralité, contient véritablement, je dirais, des antivirus par rapport aux problématiques que nous avons. Et la nécessité de la pluralité à l'intérieur d'une tradition me semble un élément fondamental, d'où la nécessité de complexifier et notamment de nuancer tous les discours qui relèvent sur l'islam pour les inscrire toujours dans le temps de l'histoire, sinon on les inscrit toujours dans le temps de l'idéologie, puisque lorsqu'il n'y a plus de temporalité, c'est l'idéologie qui est mise en avant.